Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. La haine de la nature, seconde partie. On poursuit l'entretien avec Christian Gaudin. Dans la première partie, nous avions terminé sur l'ambivalence parfois inconsciente entre l'amour supposé de la nature et la réalité des destructions. Notre invité continue sur la notion même de nature. Alors parler d'amour de la nature, c'est un grand mot parce que on ne peut pas aimer raisonnablement les tiques qui donnent la maladie de Lyme, les fourmis électriques qui aujourd'hui, paraît-il, sont arrivées en France. Les animaux, la nature, c'est des bien grands mots. Voyez, donc il faut, quand on essaye d'entrer dans les détails, on voit bien qu'on ne peut pas aimer la nature comme telle. Mais il y a un sentiment qui, me semble-t-il, joue vraiment le plus opposé à l'encontre de la haine, c'est celui d'émerveillement. Parce que la haine, c'est le sentiment qui pousse à détruire. L'émerveillement, c'est le sentiment qui nous place devant quelque chose que l'on ressent comme étant, alors, à la fois étranger à soi et plus grand que soi, plus beau. Quelque chose dont on sent qu'on n'aurait jamais, on n'aurait jamais pu en être le créateur. L'émerveillement devant un coucher de soleil, ça peut être l'émerveillement devant un petit enfant. Quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas, qui est très différent en ce sens de l'admiration. Et là, nous retrouvons l'opposition que les philosophes font entre la nature et la culture. Quand vous admirez, vous êtes aussi dans le sentiment d'être plus petit que l'objet que vous admirez, mais en même temps, pour qu'il y ait admiration, il faut l'idée d'un génie créateur qui a été à la source de cela. Donc on admire un tableau de peinture, un morceau de musique, alors que l'émerveillement, c'est cette sorte de simplicité, d'abandon devant quelque chose dont on est le contemplateur. Alors que c'est cette attitude-là de contemplation émerveillée qui me semble de plus en plus rare aujourd'hui. Vraiment rare. Parce que même ceux qui ont un contact avec la nature et qui ne feraient pas de mal, entre guillemets, aux arbres ou aux animaux, ils ne sont pas tellement dans une attitude d'émerveillement. Ils sont dans une attitude d'instrumentalisation. La nature, on le voit justement aujourd'hui dans le courant dominant de l'écologie, enfin je parle de l'écologie politique, je ne parle pas de l'écologie scientifique, ni de l'écologisme militant, enfin des militants sincères, enfin comme ceux par exemple qui sont dans les zones à défendre. Non, je parle de l'écologie politique et on voit très bien finalement que ce qui les intéresse le plus possible, c'est d'abord une certaine formation de la société, et puis c'est une sorte d'hygiène. Ils veulent un environnement propre. Et on est très très loin de la nature. On voit aujourd'hui des responsables écologiques, des dirigeants de l'écologie. Le mot nature n'arrive jamais dans leur bouche, jamais. Ils parlent d'environnement. D'ailleurs, on devrait être attentif aux mots. À partir du moment où on utilise le terme d'environnement à la place de film nature, tout est plié. Mais le terme de nature aussi est compliqué à utiliser. C'est difficile de dire qu'il faut protéger la nature. Protéger une forêt, on voit ce que ça peut vouloir dire. Protéger un marais. Mais protéger la nature d'une manière générale, c'est quand même assez compliqué. Le terme d'environnement est discrédité, et j'entends très bien les arguments que vous avez dans le livre. Mais en même temps, le terme de nature est très très lourd à porter. C'est sûr. Mais le terme d'environnement, il n'est pas discrédité. On ne peut pas imaginer des ministères de la nature. Dans tous les pays du monde, ou presque, il y a aujourd'hui un ministère de l'environnement. Mais un environnement, il peut être complètement artificiel. Parce qu'un environnement, étymologiquement parlant, ça veut dire ce qui nous entoure. Mais un habitant des villes, l'environnement, c'est la ville. Donc, qu'est-ce que ce sera qu'une politique écologique ? Ce ne sera pas du tout quelque chose qui est articulé avec la nature, mais à un certain entretien, une certaine hygiène. Donc, on mettra des murs qu'on appelle végétalisés, et on se contentera, par exemple, de lierre en plastique. Et on se dira, là, on est dans un environnement sain. Bon, il faut que ça, à minima, que l'air soit pas pollué, que les eaux soient également potables, etc.
Mais on est le plus éloigné possible de la nature, dans la mesure même où tout cela suppose une artificialisation croissante. Et si l'on considère en amont toutes les techniques qu'il a fallu mobiliser pour arriver à ce résultat, on s'aperçoit que, pour utiliser la fameuse oxymore de l'économiste Schumpeter, on est dans une destruction créatrice ou bien inversement dans une création destructrice. Mais on est, à partir du moment où on intitule un ministère de l'Environnement, les choses sont faites. Et en même temps, un ministère de protection de la nature, ce serait assez étrange. Qu'est-ce qu'il y a à protéger dans la nature? C'est une vraie question, ça aussi. À partir du moment où l'être humain est incapable de vivre sans modifier à différentes échelles son environnement, la question est qu'est-ce qu'on modifie, de quelle manière, qu'est-ce qu'on sauvegarde, qu'est-ce qu'on restaure. Et ce sont des questions qui sont extrêmement difficiles. Bien sûr. Et qui ne peuvent avoir un sens que pris dans un projet de société qui soit discuté par le plus grand nombre. Ou alors sinon, ce sont des décisions... On pourrait interpréter l'histoire de la médecine, médecine qui a sauvé des dizaines de millions d'êtres humains en inventant les vaccins contre la rage, la variole, le choléra, etc., comme une lutte engagée contre la nature. Les virus, les microbes ne sont pas fabriqués au laboratoire, ce sont des individus, des êtres naturels, et par conséquent, nous faisons cette guerre-là. Qui irait contre ? Évidemment, personne. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on parle de l'amour des animaux, de l'amour de la nature, animal, nature, c'est des mots qui sont tellement englobants qu'on ne peut pas raisonnablement parler d'amour des animaux, puisque l'animal, ça commence avec la bactérie. Qui aime les bactéries ? Par ailleurs, il y en a certaines qui sont extrêmement utiles, puisqu'on sait que notre corps est composé de davantage de bactéries que de cellules organiques. Et donc, c'est effectivement impossible de vouloir une protection totale de la nature. Maintenant, je crois que de la même façon que le premier devoir d'un médecin est de ne pas nuire, principe du serment d'Hippocrate, que la première leçon qu'on peut tirer de la philosophie politique, c'est celle qu'on voit de Machiavel, c'est que le meilleur pouvoir, c'est celui qui exerce le moindre mal. Étant donné que le régime idéal est une utopie impossible à atteindre. De la même façon, me semble-t-il, que pour donner un sens concret à la protection de la nature, c'est déjà d'éviter les dévastations les moins utiles, les plus arbitraires. Déjà cela. C'est-à-dire que si on arrêtait de couper des milliers d'hectares de forêt à Bornéo, en Amazonie, si déjà on arrêtait de déverser dans les fleuves et les rivières des polluants, etc., déjà cela, c'est-à-dire des actions négatives en quelque sorte, s'abstenir. De la même façon que le médecin devra d'abord, c'est ce que disait Hippocrate, s'abstenir de faire absorber du poison à son patient. Déjà, ce serait un pas énorme, voyez. Maintenant, on voit très bien que les politiques de protection de la nature, elles peuvent avoir des effets pervers terribles. C'est celui, je ne me souviens plus, mais je crois que je l'évoque dans mon ouvrage, c'est que vous créez une réserve naturelle et vous la mettez à la merci de millions de visiteurs qui vont la détruire. C'est-à-dire que paradoxalement, on pourrait donner l'exemple d'une espèce animale protégée. Vous protégez une espèce animale, par exemple en Afrique. Donc, vous lui donnez une valeur économique exorbitante. Bon, par exemple, les ivoires d'éléphants, ça a monté en flèche parce que justement l'éléphant est protégé. Le résultat, c'est que ça attire les braconniers et que là où on voulait protéger l'espèce, elle est encore plus menacée. Vous faites des îles Galapagos une espèce de sanctuaire, et d'ailleurs le terme de sanctuaire est un terme très symptomatique, c'est-à-dire en termes d'origine religieuse, comme s'il était possible dans le monde d'aujourd'hui d'isoler complètement une île. Des dizaines de milliers de visiteurs vont venir avec leurs chaussures qui transportent à leurs semelles
des graines venues d'ailleurs, qui vont implanter des plantes qui vont envahir les espèces indigènes, locales, etc., etc. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines aujourd'hui. Donc là, nous sommes dans ce que Sartre appelait une contre-finalité, c'est-à-dire que vous avez une intention, une finalité, un objectif. Vous, avec la connaissance que vous avez, vous faites tout pour atteindre cet objectif, et le résultat obtenu est directement contraire à celui que vous vouliez. Un psychanalyste vous dirait que c'est un acte névrotique, c'est-à-dire qu'il met en œuvre des moyens qui contredisent la fin. Et au fond, on reste dans le domaine de la haine de la nature. Vouloir la maintenir à tout prix, sans prendre en compte ce qui existe autour, ni sans réfléchir, est un acte absolument irrationnel. Je voudrais en venir à une question de fond. Qu'est-ce qui est haï dans la nature? Vous l'avez un peu évoqué au tout début de l'entretien, mais qu'est-ce que l'homme moderne déteste dans la nature, d'après vous? Il faut se souvenir que le terme de nature, qui nous vient du latin, a un rapport avec la vie, parce que natus veut dire né, N-E accent aigu, être né. Donc ça a rapport avec la naissance, donc avec la vie. Et je crois que ce qui est haï dans la nature, c'est le caractère incontrôlable de la vie. La vie, on le voit d'ailleurs depuis plusieurs siècles, la façon dont les techniques, la science aussi, réduisent le vivant à de la mécanique. Parce que la mécanique, c'est quelque chose qui vient de nos mains et de notre cerveau, et c'est quelque chose qui est contrôlable. Et l'outil, la machine, sont contrôlables parce qu'ils viennent de nous. La vie, elle n'est pas contrôlable. Elle a une part, disons, de hasard. Quand vous avez 1 sur 250 millions de spermatozoïdes qui fécondent un ovule, il y a une part de hasard en ce sens que c'est pas déterminé absolument que ce soit ce spermatozoïde-là qui féconde l'ovule. Ça aurait pu être un autre. Donc il y a une part de contingence, de hasard, d'aléa. Et l'aléa, c'est ce qui contredit une civilisation technique et mécanique comme la nôtre, où nous cherchons à tout contrôler. Par exemple, l'élevage industriel est un élevage qui contrôle les interfécondations, les fécondations entre les animaux. Et là, nous y retrouvons, vous voyez, de la même façon que lorsque nous cultivons des plantes, nous voulons absolument contrôler le processus de depuis A jusqu'à Z. Là où il y a absence de contrôle, c'est là que je reviens avec l'exemple des espèces invasives, nous sommes débordés et nous sommes perdus. Et je crois que c'est cela fondamentalement qui nous angoisse. Ce qui nous angoisse, c'est le caractère incontrôlé de la nature. Ça peut être sous la forme d'un ouragan, d'une tempête, d'un tremblement de terre, d'une éruption volcanique, de l'arrivée des sauterelles, des oiseaux migrateurs porteurs de virus, etc. Bref, quelque chose qui n'a pas été prévu, quelque chose qui ne peut pas être maîtrisé sur le moment même. Et il y a là quelque chose qui contredit le modèle mécaniciste, qui est foncièrement le modèle dominant de la science et de la technique depuis la Révolution moderne, c'est-à-dire à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Mais alors, est-ce qu'au fond, on ne peut pas dire que les relations entre l'homme et la nature, elles-mêmes, sont incontrôlables? Oui, c'est clair que si, comme on est raisonnablement en droit de le penser, si l'homme est animé par des pulsions de destruction, en même temps que la volonté de puissance, oui, il y a là quelque chose d'incontrôlable, c'est sûr, parce que c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il est difficile de faire l'économie de l'hypothèse de l'inconscient dans ce domaine-là. Parce que je voulais dire... que je considère que la psychanalyse soit une science rigoureuse, non. Mais faire l'économie de l'hypothèse de l'inconscient pour expliquer justement ces rapports d'ambivalence dont vous parliez, que à la fois, la forêt, on l'aime bien, puis en même temps, on va la couper, que les animaux, on les aime bien, mais à condition qu'ils restent sages, enfin... Et parce qu'au fond, est-ce que la volonté écologiste n'est pas aussi une volonté de contrôler la nature?
Et oui, c'est la raison pour laquelle... Est-ce qu'il n'y a pas eu là une aporie? Vous utilisez le terme dans votre livre, l'aporie et de l'écologisme. Oui, c'est de tomber dans des politiques de l'environnement. Et c'est ça qui est très compliqué en réalité. Tout à fait. Charles Péguy disait que la politique était une sorte de déchéance d'une mystique de départ. Hein. Il disait tout commence en mystique et tout finit en politique. Ouais. Et donc, on pourrait dire effectivement que la politique de l'environnement, c'est ce qui termine de façon désastreuse ce qui aurait pu être une politique de la nature. Mais je crois que les choses sont irréversibles. Enfin, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis persuadé. Les choses sont irréversibles. Donc, je crois que ce qui nous reste à faire, c'est d'essayer, dans la mesure de nos moyens, d'éviter les désastres les plus flagrants, de restaurer aussi, parce que là aussi, c'est intéressant de voir l'analogie avec ce qu'on fait avec les œuvres d'art, qui ont été dégradées par le vandalisme des hommes et la destructivité du temps lui-même. Les œuvres se dégradent, et on arrive à faire des miracles, des merveilles, enfin, en termes de restauration. Et on peut faire la même chose pour certains milieux. Alors, bien entendu, ça n'inverse pas le courant d'ensemble, mais c'est tout de même une bonne chose que de pouvoir ainsi restaurer, de penser que, par exemple, là où il y avait un immense parking de plusieurs hectares pour un supermarché qui est sur le point de disparaître, et que, dans 10 ans, peut-être, on enlèvera tout le béton et qu'on refera un champ ou un pré ou un bosquet là où il y avait du bitume. On peut faire ça. Oui, ce sera plus une recréation qu'une restauration en ce sens-là. Oui. Mais c'est pas plus Dans mal. l'idée de restauration, il y a aussi l'idée d'une reprise, en fait. Pas d'une répétition, mais d'une reprise. Vous voyez, pensez à la restauration du restaurant. Il y a à la fois quelque chose qui revient et c'est pas la même chose qu'avant. Comme vous parlez d'une volonté de contrôle, je pensais au rapport aux autres altérités. Cette volonté de contrôle que vous ancrez, vous avez, à mon avis, entièrement raison dans la psychanalyse. C'est aussi une volonté de contrôle des relations de manière générale. Dans l'intersubjectivité entre les êtres humains, il y a des volontés de contrôle. La hiérarchie sociale émane en partie de ça. L'altérité aussi à l'intérieur de chaque être humain, la relation que l'on a avec soi-même, avec son propre inconscient, avec son corps même, qui est la nature que nous avons, que nous sommes, la part de nature que nous sommes. Quelle pourrait être une relation moins destructrice avec la nature? Alors, vous évoquez un élément très important qui est le corps, parce que effectivement, c'est ce qu'il y a de naturel en nous. Si nous considérons que notre esprit, c'est la somme de nos expériences, de notre apprentissage, là, c'est reçu de la tradition, de la famille, de la culture, de l'école, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il advient du corps aujourd'hui, et de la façon dont nous traitons les corps, et dont les corps sont de plus en plus fabriqués, manipulés, transformés, déformés, parfois jusqu'au risque de la monstruosité. Et voilà d'ailleurs un exemple qui nous montre que nous avons une volonté de puissance qui veut contrôler absolument tout le champ du réel. C'est-à-dire que... alors, là aussi, on pourrait dire de la même façon que l'élevage et la culture ou la médecine sont évidemment des choses... qui sont éminemment bénéfiques et que personne ne songerait à critiquer comme telles. De la même façon, on peut dire qu'il est juste, évidemment, de faire de notre corps autre chose que ce que le hasard a laissé à notre naissance et que le temps transformera. Mais on voit très bien, en fait, comment il y a un travail sur le corps, des techniques. Marcel Mauss, l'anthropologue, parlait des techniques du corps à propos de sociétés traditionnelles. On sait que les hommes, à la différence des animaux, transforment leur corps par les bijoux, les scarifications, les tatouages, les vêtements. Mais que là aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé de point de bascule. Il me semble qu'on assiste à un point de bascule vers quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'on se contente plus de la modification de l'apparence,
on veut la transformation. Et là, nous basculons par exemple dans l'utopie du post-humain, etc. Et dans le post-humain, là, on peut dire que c'est un exemple presque caricatural de la haine de la nature. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si ce post-humain est tellement lié à la Silicon Valley, à la culture, disons, d'Internet, l'informatique, etc., dans la technologie moderne. Et ce qui, en fait, attend le corps humain, du moins une minorité, parce que ce sont des pratiques qui seront tellement dispendieuses que tout le monde n'en aura pas, évidemment, les capacités, les possibilités. Mais ce qui attend l'être humain, c'est ou bien de devenir de plus en plus un robot, enfin une machine, par l'intrusion d'éléments techniques dans son corps. C'est disons la pensée du cyborg, enfin du cybernétique et puis l'organisme. Et puis, c'est le fossé qui existe encore entre le mécanique et le vivant, ou entre le corps humain, l'organisme et la machine. Il peut être comblé de l'autre côté, celui de la machine, quand elle sera de plus en plus humanisée. Alors ça, évidemment, c'est la figure du robot, mais un robot androïde qui a de plus en plus non seulement l'apparence humaine, mais également des facultés humaines comme la parole, voire les émotions, les sentiments, etc. Tout ce que vous dites me fait penser à un concept de Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, qui parle de physiomorphisme. Je ne connaissais pas. C'est-à-dire la manière dont l'être humain a tendance à... Alors lui, évidemment, il parle des tribus, enfin en tout cas des sociétés prémodernes. L'être humain a tendance à copier la nature. Est-ce que c'est pas possible de reprendre le concept pour tenter de comprendre justement tout ce que vous venez de dire, et notamment l'inflation technoscientifique, c'est-à-dire le fait que éventuellement, ce serait une hypothèse, l'être humain serait en train de tenter de recréer la nature de ses propres mains, de manière beaucoup plus contrôlable, enfin, ce qu'il pense être contrôlable, parce que ce que nous créons nous-mêmes nous échappe la plupart du temps, même si c'est entièrement artificiel. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train d'essayer de recréer la puissance naturelle qui nous impressionne et que nous haïssons au fond? Est-ce que nous ne sommes pas en train, par exemple, à travers la société de consommation, de créer un printemps perpétuel, une production, une luxuriance systématique? Et à travers, vous parliez de l'intelligence artificielle, à travers la robotique, etc., de recréer au fond la vie. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté enfin, toujours dans un cadre psychanalytique, dans une dualité, dans un rapport à l'altérité naturelle, est-ce qu'il n'y a pas au fond un mimétisme extraordinaire qui serait... Oui, je crois qu'il y a plusieurs dimensions à cette question. Il y a toute une partie, en fait, tout un ensemble de disciplines technoscientifiques qu'on appelle la bionique, et qui repose justement sur cette idée de départ que certains procédés ou processus naturels peuvent être, entre guillemets, recopiés, reproduits par des moyens techniques pour notre plus grande utilité, pour notre plus grand avantage. Comme par exemple, le fil d'une toile d'araignée, paraît-il, est d'une résistance extraordinaire, et que l'étude très fine, chimique, de la composition de cette matière peut évidemment être utilisée par la suite pour fabriquer des tissus. Et il y a bien d'autres exemples comme ça. On peut s'inspirer de certaines formes, de certaines forces, de certaines structures, et ainsi pouvoir les utiliser à notre bénéfice. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la protection de la nature, c'est pas simplement, disons, un souci d'esthète, c'est que il y a dans le monde des insectes, qui est extraordinairement riche et varié, des ressources extraordinaires, et il serait pour nous presque suicidaire de les menacer jusqu'à la destruction, parce que nous ne les connaissons pas encore, ces ressources. Songeons tout de même que les 10 000 molécules, les 10 000 médicaments qui sont différents, qui sont vendus aujourd'hui dans les pharmacies de France, elles viennent toutes de la nature au départ.
Bien sûr. Au départ, il y a des matériaux inertes, des métaux. Il y a aussi des éléments pris aux êtres vivants, les plantes, les insectes, etc. Et que si nous voyons disparaître à une vitesse grandissante des milliers d'espèces de végétales ou animales, ça veut dire qu'il y a des ressources potentielles qui sont perdues à tout jamais. Maintenant, la question de recréer la vie et non pas simplement de se servir d'une, disons, d'une manifestation de la vie pour nos outils ou pour nos objets, évidemment, là, on retrouve, disons, cette volonté prométhéenne dont on parlait, c'est-à-dire le désir que l'homme a de remplacer toutes les puissances surhumaines, évidemment, les dieux. C'est de là que vient l'idée de prométhéisme qui a été introduite par un historien de la littérature qui s'appelait Albert Béguin avant la Seconde Guerre mondiale, d'après le personnage de la mythologie grecque, où ce personnage qui est ni homme ni Dieu, en fait, a volé le feu des dieux pour le donner aux hommes, et donc, en donnant aux hommes le feu, a fait en sorte que les hommes se rapprochent des dieux. Mais il est vrai que ce désir d'éliminer Dieu est quelque chose de tout à fait visible dans les sociétés contemporaines. C'est ce qui me fait dire que le retour de ce qu'on appelle le retour des religions ou la permanence du religieux, parfois on parle de permanence, parfois de retour, sont pas ce qu'il y a de plus frappant. Ce qui est le plus frappant, c'est ce que Max Weber appelait le désenchantement du monde, c'est-à-dire le fait que le sacré, le divin sont éliminés au profit de ce qui est profane. La science est une profanation, la technique est une profanation, l'économie est une profanation. Or, le système capitaliste repose bien sur ce trépied, science, technique, économie. Vous voyez, si vous ouvrez un corps humain pour étudier le foie, le pancréas, etc., vous profanez. Forcément, si vous considérez que l'Himalaya, au lieu d'être de la demeure du dieu Shiva, c'est un morceau d'écorce terrestre qui a été soulevé par le fait que la plaque indienne percute la plaque asiatique, à ce moment-là, vous ne parlez plus le langage des dieux, vous parlez le langage des... Non, mais je suis pas sûr que ce soit un désenchantement. La science, c'est extraordinairement... elle n'est pas enchanteuse, on va dire, mais elle décrit un monde qui est absolument extraordinaire et qui va au-delà de toutes les inventions, de toutes les mythologies religieuses de l'humanité. On décrit un monde qui est constitué d'atomes, constitué de longueurs d'onde, constitué de distances incommensurables, constitué de temps absolument... Il faut y dire, ouais. L'exemple de l'astrologie, par exemple, c'est l'émerveillement renouvelé quelque part parce qu'on accède à des nouvelles planètes, etc., des nouvelles connaissances. L'astronomie, c'est un très bon exemple. On s'émerveille bien plus en apprenant de l'astronomie qu'en lisant les prédictions bidons de l'astrologie. Il y a quelque chose de... Est-ce que ça a un réel impact sur notre habitus, sur notre comportement, disons, habituel à l'égard de la nature? J'en suis pas si sûr. Je crois que ça reste à un niveau presque, disons, ça reste à un niveau intellectuel qui ne touche pas fondamentalement notre attitude. Vous voyez, par exemple, l'homme d'aujourd'hui, qui est depuis quelques années essentiellement un homme des villes, parce qu'il s'est passé, vous savez, il y a quelques années, un événement qui n'a pas fait la une des journaux et qui est pourtant un événement révolutionnaire. C'est-à-dire que il y a eu un moment, une année où il y a eu plus d'habitants dans les villes, dans le monde, que à la campagne, dans les villages. Un habitant des villes, il ne sait même pas à quel moment de la lune il se trouve. Il va travailler, il va s'amuser, il va vivre comme si le ciel n'existait pas. Il n'existe le ciel que pour la météo. Et la météo, c'est quelque chose de purement pratique, de purement matériel, qui n'est pas l'objet d'un émerveillement particulier. Donc c'est vrai qu'on peut entendre, je crois que c'est tout de même une information qui a été diffusée massivement, que par exemple, non seulement l'univers est infini, en ce sens qu'il est illimité, il n'est pas infini au sens où le nombre des entiers
les sentiers positifs sont en nombre infini. Mais il est infini au sens où il est limité et en même temps il est en expansion. Et que cette expansion, elle a tendance à accélérer. Bon, quand on apprend ça, on est quand même stupéfait. Mais quel impact concret cela a sur nos existences? Quand vous dites oui, le ciel, il n'existe pas pour les citadins, mais il n'existe vraiment pas. C'est-à-dire que la lumière est tellement forte En qu'on ne voit plus. plus les étoiles. Et c'est vrai que ces découvertes, elles sont passionnantes. Ça fait l'objet de reportages. Mais donc il y a deux choses. C'est que déjà, oui, c'est dans l'abstrait. Donc c'est plus la nature incarnée. C'est pas quelque chose qu'on vit dans nos chairs. Et puis, des fois, on se demande aussi si c'est pas l'attrait de la technique, c'est-à-dire parce qu'il y a toutes ces choses avec Elon Musk, d'ailleurs, qui Ah vont oui. dans le post-humain. Il y a cette volonté aussi de contrôle, d'aller de plus en plus loin et de savoir plus. Donc, c'est vrai que c'est ambivalent. Oui. C'est-à-dire, on admire davantage peut-être le radiotélescope Hubble, qui a permis ces découvertes-là, par exemple, ou certaines de ces découvertes, que la réalité elle-même. Oui, je pense que c'est juste ça. C'est possible. Ouais. C'est auquel cas on reste dans le cadre de l'anthropomorphisme, de l'environnement. Enfin, c'est comme si l'univers était notre environnement. Et en même temps, on peut se demander que faire de cette volonté de puissance si, même mobilisée à travers le savoir, elle se retourne sur elle-même en quelque sorte pour devenir juste une admiration de sa propre puissance. Qu'est-ce que l'humanité pourrait faire de sa propre volonté de puissance qui l'habite? Parce que vous êtes très pessimiste, votre livre est pessimiste, vos propos le sont aussi. Je ne vous demande pas du tout d'être optimiste, mais... Oui, pessimisme, c'est pas un terme qui me convient bien, enfin qui me plaît bien, parce que... Ma question est, elle est quasiment philosophique, est-ce que l'être humain est ontologiquement condamné? Je crois que oui. De toute façon, alors ça, c'est un enseignement de la cosmologie. La Terre est condamnée. Oui, mais c'est pas. Oui, mais la Terre n'est pas la nature humaine entre guillemets. Ce que vous dites est que l'homme est habité par une volonté de puissance, qui se traduit par une haine de la nature, qui le condamne à terme. Oui, mais dans les sociétés traditionnelles, en fait, autrefois. Alors, bien sûr, il y avait les mythes de la destruction périodique et de l'éternel retour, etc. Mais il y avait aussi, par exemple, c'est dans le cadre de certaines civilisations, l'idée qu'il y avait un éternel retour à l'infini. Donc, il n'y a pas de point terminal, à la différence, par exemple, de l'image chrétienne de l'Apocalypse. Mais il y a quand même, implicitement, on pensait que l'humanité allait continuer indéfiniment. Aujourd'hui, on sait que sur le plan strictement cosmologique, astrophysique, ce ne sera pas le cas, puisque le Soleil va devenir une géante rouge. Oui, il y a 5 milliards d'années devant nous, quand même. Alors, effectivement, la question du temps, elle est décisive, parce que c'est une échelle de temps qui n'a rien à voir avec notre histoire. Un Homo sapiens, on sait depuis quelque temps, enfin, les dernières découvertes, avec des ossements découverts au Maroc, Homo sapiens, ça a à peu près 300 000 ans. Et là, l'événement auquel je fais allusion, il aura lieu dans 4 milliards d'années. Donc, entre 300 000 et 400 000, il y a un facteur de au moins 1 à 10. Et encore, on prend l'origine de l'humanité. Donc, il est peu probable que l'humanité vive encore 300 000 ans. Mais je crois effectivement que, bon, sans utiliser le terme de pessimisme, qui est un mauvais terme, parce que ça repose sur l'idée qu'on pourrait... dans une sorte de vision synthétique, qualifier l'état du monde. C'est ça le pessimisme. C'est quelqu'un qui pense que l'état du monde est moins bon aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ou 20 ans, ou 40 ans, par opposition à l'optimiste. Mais ça suppose qu'on pourrait intuitionner en une seule idée, en une seule image, le monde ou la réalité tout entière. C'est impossible. On a tout à l'heure évoqué l'ambivalence, c'est-à-dire que la société contemporaine est une société, évidemment, qu'on peut estimer extraordinairement affreuse, mais en même temps, elle permet, comme jamais, des millions et des millions d'individus de vivre dans des conditions matérielles que leurs ancêtres ignoraient complètement. Et qui a peut-être aussi, pour renouer directement avec le sujet, qui a peut-être des moyens de comprendre l'élément naturel que l'humain n'a jamais eu. Bien sûr. Donc de le protéger,
ou en tout cas de l'utiliser de manière intelligente et durable, plus que l'humain n'en a Et on jamais retrouve bénéficié. la fameuse formule du poète allemand Hölderlin qui disait « Ce qui sauve croît avec ce qui perd ». Croît au sens de croître, augmente. Oui, c'est juste. Hein, c'est vrai, ça, c'est indiscutable. Mais la question est de savoir, est-ce que ce désir de protection, de restauration, de réfection, enfin, on peut appeler ça comme on veut, peut vraiment être suffisamment puissant pour contrebalancer cette tendance de fond qui est, parce qu'on a parlé de la volonté de puissance, il faut l'associer aujourd'hui, chose que ne faisait pas Nietzsche, à une volonté de jouissance. C'est quelque chose de, disons, de lié. Et cette volonté de jouissance qui suppose un accaparement, en fait, d'objets, de choses, de biens, c'est une avidité, c'est quelque chose qui non seulement n'a pas de limite a priori, mais en plus de ça, qui va forcément dans le sens de la destruction. Oui, je serais pas tout à fait d'accord avec la volonté de jouissance. J'ai pas du tout l'impression que les gens autour de moi jouissent. J'ai plutôt l'impression qu'ils se conforment à l'idée qu'ils se font de la jouissance et qu'au fond, les plaisirs les plus véritables, les plus authentiques nous échappent de plus en plus. Oui, mais vous parlez à la fin de votre... la volonté de jouissance ne signifie pas qu'il y ait jouissance. De la même façon que quand oui. on parle de volonté de puissance, ça ne signifie pas qu'il y ait puissance. Mais il y a une tendance qui a été libérée par la levée des interdits et des verrous religieux, moraux aussi, qui fait qu'effectivement, de la même façon que Buffalo Bill n'avait jamais tué assez de bisons, que Elon Musk n'a jamais une quantité de dollars qui lui permettrait de dire, bah voilà, j'en ai assez, maintenant j'arrête. Et le reste que je gagne, je vais le distribuer. Oui, parce que dans votre livre, dans la conclusion, vous parlez, à mon avis, assez justement de la pulsion de mort. Et ça me fait penser à l'œuvre de Freud, Au-delà du principe de plaisir, où il pose sur un paradoxe. C'est-à-dire qu'au fond, si on va, pour reprendre votre terme, jusqu'au bout de la jouissance, quelle est la plus grande jouissance? C'est finalement de ne plus rien ressentir, c'est d'être dans une sorte d'osmo, une sorte de nirvana, et qui, au fond, est la pulsion de mort. Mais oui, et tout à fait. Au fond, c'est regardez, ça. D'ailleurs, c'est une des grandes idées de Freud, et puis qui a été développée ensuite par Jacques Lacan, le psychanalyste. C'est que la jouissance, elle n'est pas dans la même logique que le plaisir, ni que la joie, ni que le bonheur, ni que le désir de bien-être, qui sont des choses qui sont toujours du côté de la vie. Le plaisir, c'est, comme disait Aristote, c'est la fleur de la vie. Enfin, c'est là où la vie réussit. Quand j'éprouve du plaisir, ça veut dire que il y a quelque chose de vivant en moi qui atteint son but. Donc, avec la jouissance, on est effectivement de l'autre côté. Prenons l'exemple du joueur qui est complètement accro au jeu. Je crois qu'on comprend mal la psychologie du joueur quand on ne comprend pas que l'excitation de perdre l'emporte sur celle de gagner. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, sur un plan strictement rationnel, on dirait les gens jouent, par exemple les jeux d'argent, ils jouent pour gagner. Ça, c'est rationnel. Et on peut dire, bah, c'est l'évidence, on joue pour gagner. Mais, et ça, on voit, ça c'est le coup de génie de Dostoïevski, qui était d'ailleurs un formidable joueur compulsif, et c'est pour ça qu'il avait parfaitement compris, c'est qu'en fait, ça peut paraître aberrant, irrationnel, mais on joue pour perdre. Parce que perdre, c'est une excitation incroyable, c'est-à-dire qu'on est... on est démoli, et je crois qu'il y a dans la perte de soi, alors effectivement il y a une sorte de suicide, et dans la destruction, dans la destructivité, il y a une sorte d'excitation qui est intense, et c'est ça la jouissance. Ouais. La jouissance, c'est... Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on dit les gens cherchent à être heureux, et ça figure dans beaucoup de sondages des sociologues, vous savez. Et puis, il se passe pratiquement pas une semaine sans qu'il y ait un livre sur le bien-être, le bonheur qui sorte. Voilà. On peut dire c'est peut-être le sujet. Tout à l'heure, on parlait de la vulgarisation en philosophie. Peut-être le sujet qui sort le plus. Mais quand on observe, quand on analyse, on se demande, mais est-ce que c'est si vrai que ça, que les gens, enfin, supposer que ça a du sens de dire les gens, enfin bon,
Mais les gens veulent être heureux ou désirent être heureux. Je pense que ce qui l'emporte davantage aujourd'hui, c'est plutôt l'excitation. Mm. Et là, on est dans le registre de la jouissance. C'est pas tellement d'être heureux. Parce que, alors s'ils veulent être heureux, on peut dire qu'ils s'y prennent bien mal. Ouais. Mais l'excitation, c'est le risque de la... C'est le risque de la fin, en fait, c'est le risque de la mort. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui, aidé par un contexte historique général, par la puissance technique qui est surmultipliée, il y a aujourd'hui un entraînement vers cela. Oui, que la technique aurait libéré la pulsion de mort. Ouais. Que cette pulsion, et que par exemple, quand on parle de l'effondrement de la biodiversité, ça me semble être une expression, une manifestation de ça. Que c'est pas simplement le rapport que nous avons avec la nature, mais que c'est la victoire finale de la pulsion de mort qui s'annonce. Et vous savez, Günther Anders, le philosophe allemand, il a d'abord été connu pour avoir été le premier mari d'Hannah Arendt. La chose est tellement rare que ça mérite d'être signalé. En général, quand on parle de quelqu'un, on dit que c'est la femme d'un tel parce que c'est l'homme qui est la célébrité. Mais on a connu un peu tard en France un livre qui s'appelle L'obsolescence de l'homme, qui était vraiment un livre extraordinaire, très riche d'idées. Et Anders, qui avait correspondu avec l'aviateur qui avait lancé la bombe atomique sur Hiroshima, Anders, il a eu cette idée qu'il développe dans son ouvrage, une idée très forte, c'est que l'homme n'est plus capable de penser ce qu'il fait. Que ce qu'il fait, en particulier, par exemple, une action comme celle de... L'a-t-il jamais été ? Alors on pourrait dire il ignorait parce qu'il enrobait cela de mythes et de légendes. C'est vrai, vous avez raison. L'homme n'a jamais réellement pensé ce qu'il faisait. C'est peut-être maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être cet épisode historique que nous traversons où nous sommes aussi habités par une très grande lucidité. Si on parle d'épisode historique que nous traversons, ça supposerait que la chose est irréversible, pardon. Qu'on pourrait revenir en arrière. Ah, certainement, oui. Moi, je ne crois pas, à cause de la technique même, qui est quand même le moteur de l'histoire. Enfin, en ce sens, je suis marxiste. Je pense qu'il y a de l'irréversibilité dans notre histoire, qu'il n'y a pas de retour possible. Non, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de retour possible. On est d'accord que l'histoire avance, qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas cyclique et on ne peut pas revenir à l'état antérieur. Mais il est possible que cette lucidité-là nous quitte. Et qu'au contraire, nous soyons à l'inverse de la thèse d'Anders, nous serions capables de comprendre ce que nous sommes en train de faire depuis longtemps. Ça voudrait dire tout de même une forme de retour en arrière, c'est-à-dire une sorte d'habitus que nos ancêtres avaient, que nous avons perdu et que nous retrouverions. Non, ce serait la première fois que l'humanité deviendrait consciente d'elle-même. Alors pourquoi pas, hein, mais est-ce que vous en voyez des signes précurseurs ? Alors, c'est pas à mon habitude d'être optimiste, mais pour le coup, on parle de conscience écologique mondiale, alors on parle d'un peu tout et n'importe quoi derrière. Mais il me semble que tout n'est pas à jeter malgré tout là-dedans. Non. Mais bien sûr que non. Lorsqu'on parle par exemple d'armes nucléaires, d'utilisation de l'arme nucléaire, je pense que pour beaucoup de populations, l'effroi que l'utilisation des bombes atomiques suscite n'est pas dû à la peur de la mort, mais la peur de la destruction du monde. L'idée même de monde est en train, je crois, de pénétrer tous les esprits, et c'est pas rien. Oui, tout à fait. Oui. Jusqu'ici, c'était une question de tribune, une question de clan, de famille. À la question d'irréversible, il y a à la fois, il y a deux dimensions. Il y a à la fois, on ne peut pas faire en sorte que ce qui est passé ne se soit pas passé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si Hiroshima n'avait pas eu lieu. C'est-à-dire que Hiroshima, c'est donc pas seulement un événement qui a eu lieu le 6 août 1945, c'est l'horizon de notre temps. C'est ce que disait Günther Anders, et je trouve que c'est une pensée très profonde. Et puis l'irréversibilité, donc c'est à la fois, donc c'est cela, c'est-à-dire le définitif.
Puis en même temps, c'est le caractère inexorable d'une ligne historique qui fait que aucun présent ne peut revenir en arrière. C'est la flèche du temps. Et cette flèche du temps, d'ailleurs, qu'on a mis longtemps à saisir, même sur le plan physique. Vous savez que la physique classique, la mécanique classique, elle ne connaît pas la flèche du temps, puisque en fait, les mouvements étant relatifs, quand vous avez un objet A qui percute un objet B et le met en mouvement, on peut passer le film à l'envers et les équations sont les mêmes. Et avec la thermodynamique qu'on a découverte au XIXe siècle, on s'est aperçu qu'il y avait des processus qui étaient irréversibles. Que par exemple, quand un objet chaud se refroidit dans une pièce qui est moins chaude que cet objet, le flux va toujours de la source de chaleur à la source moins chaude et jamais en sens inverse. Jamais on verra une pièce froide redonner de la chaleur supplémentaire à une tasse de café. Ça, c'est l'irréversible. Et je crois que notre histoire, elle est sur ce modèle thermodynamique. Alors que toutes les fois qu'on pense en termes de réversibilité, tout à l'heure, on parlait de restauration. Je la crois possible, mais elle est très locale. Elle n'est pas générale, elle est encore moins universelle. Mais c'est la même chose, l'irréversibilité. Et alors pour le coup, vous êtes un vrai pessimiste si vous convoquez l'entropie, effectivement, la perte d'entropie. Là, on est dans l'horizon d'un univers à terme mort. Mais d'ici là, non, mais ce qui me fait dire que je ne suis pas pessimiste, c'est que je suis suffisamment lucide intellectuellement pour savoir que jamais autant d'hommes, même proportionnellement à la population totale du globe, jamais autant d'hommes n'ont vécu dans des conditions matérielles aussi favorables qu'aujourd'hui. Il n'y a aucune période de l'histoire passée où on retrouve la même chose. Donc, ce n'est tout de même pas rien que de pouvoir manger à sa faim, avoir accès à l'eau potable, se soigner quand on est malade, etc. Donc, il ne faut pas passer ça à la trappe. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que nos désarrois d'occidentaux, d'Européens, ce n'est pas forcément des affects partagés en Afrique ou en Chine. Et ce qu'on dit, il faut toujours se demander, mais qu'est-ce qu'un Chinois, qu'est-ce qu'un Africain dirait à notre place ? Et je crois qu'il faut avoir un regard qui soit vraiment celui de l'objectivité universalisable. Donc, il ne faut pas négliger cette dimension-là. Mais je crois effectivement que la tendance de l'histoire, c'est le tragique. C'est le tragique. Donc, mais après tout, nous savons tous que nous allons mourir. Donc, notre vie, elle est elle-même tragique. Est-ce que ça nous a empêchés d'avoir eu des moments de joie, de bonheur, de création, etc. Est-ce que l'idée que nous sommes condamnés à mort, Pascal comparait la condition humaine à celle de prisonniers qui sont égorgés, que de temps en temps on en prend un, et ceux qui sont là, les survivants, ils voient de temps en temps un de leurs camarades qu'on emmène égorgé. Et il dit, voilà la condition humaine. Bon, mais c'est vrai que on a beau le savoir, ça ne nous empêche pas de vivre. C'est peut-être même ce qui nous le permet. Alors, en plus, vous avez raison. En plus, si nous avions eu un temps infini devant nous, qu'est-ce que nous aurions fait ? Ceux qui se disent on a tout le temps, ils ne le font pas. Vous venez d'entendre la seconde partie de l'entretien avec Christian Godin, La haine de la nature. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission, ainsi que d'autres, permettant de prolonger la réflexion sur notre site, héréticles.fr. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.